Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour International du Bois 2022. Et avec mes deux invités, nous allons voir une démarche que je trouve très vertueuse et avec laquelle on va aussi parler d'aménagement urbain et d'aménagement urbain en bois. Donc avec moi, pour en parler, Jérémy Coempage. Je me suis trompé? Comme Gênes. Comme Gênes, excusez-moi. Vous êtes designer à Sans Détour et on va parler de la société Sans Détour avec vous. Et vous êtes associé aussi à la société Sans Détour. À côté de vous, Benjamin Verger, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Sans Détour et vous êtes aussi menuisier. Oui, c'est ça. Alors expliquez-moi de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que Sans Détour? Sans Détour, c'est une société de fabrication de mobilier en bois massif, mobilier extérieur, mobilier intérieur, éléments d'agencement, mobilier urbain. Donc intégralement en bois massif, mais la petite particularité, c'est que on n'achète pas du tout de bois. Tout le bois qu'on utilise, c'est du bois qui provient d'anciennes menuiseries extérieures qui sont collectées sur l'agglomération de Bressuire dans les Deux-Sèvres, là où on est. Ça se passe comment? C'est-à-dire que ces menuiseries, normalement, sont vouées à la décharge, hein, c'est ça, à être enfouies. Les menuiseries extérieures en France, donc c'est 6 millions de fenêtres par an qui sont déposées et qui sont incinérées ou enfouies, pour la très très grande majorité, sinon l'intégralité d'entre elles. Depuis 2019, sur l'agglomération de Bressuire, l'agglomération de Bressuire a arrêté d'enfouir les menuiseries. Elle a un partenariat avec une société qui s'appelle Lesiam, qui est une entreprise à but d'emploi, dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc il y a des palettes à dosseret qui sont mis à disposition sur les déchetteries, sur lesquelles les artisans ou les particuliers viennent déposer leurs anciennes fenêtres et qui sont collectées par les IAM quand elles sont pleines. Et après, les IAM les démantèlent, séparent le vitrage du bois du métal ou du PVC quand c'est du PVC. Le PVC part chez une société qui s'appelle Polyrex qui recycle le PVC. Le métal part en filière classique. Le vitrage part chez Saint-Gobain pour refaire du verre plat. Ça sert de calcin pour refabriquer des flottes. Et le bois nous est livré à nous et on fait du mobilier avec. Donc voilà. Voilà, donc vous récupérez, mais alors là, pour le coup, votre ressource, vous ne savez pas ce que c'est. Vous prenez ce qui existe. En fait, on récupère que des menuiseries extérieures, portes et fenêtres. Donc elle est quand même assez homogène. Par contre, on a une diversité d'essences dedans. On a une grande majorité de feuillus tropicaux. 70% de notre ressource, c'est ça, parce qu'on est dans l'ouest de la France, près des gros ports d'importation de bois, Nantes, La Rochelle. Après, on a environ 25% de chêne et un peu de résineux, 5% de résineux. C'est des proportions qui seraient probablement différentes si on était basé à Lyon. Voilà, là, c'est vraiment parce que vous étiez près de la source tropicale, on va dire. Tout à fait. Une fois que vous avez cette ressource, qu'est-ce que vous en faites? La première étape de notre process, c'est la caractérisation de cette ressource. Donc on tronçonne tous les bouts des portes et fenêtres pour les identifier. Après on regarde à la loupe la structure interne du bois pour déterminer s'il s'agit de chêne, de cypre, de moabite, bossé, de niangon, méranti. Vous arrivez à chaque fois à les reconnaître, y compris les essences exotiques. Le plus compliqué, c'est les essences tropicales. Donc on s'est formé avec un expert nantais qui s'appelle Paul Corbineau. Et puis quand on ne sait pas, on met de côté et puis on lui emmène de temps en temps les échantillons. Vous avez absolument besoin de savoir. En fait, on a besoin de caractériser l'essence pour savoir quelle essence c'est, pour savoir quelle classe d'emploi elle est. Parce que vu qu'on travaille dans des projets aussi bien intérieurs qu'extérieurs, quand on fait des projets extérieurs, on utilise uniquement des bois de classe d'emploi 3 ou 4 et on exclut les classes 1-2 qu'on réserve pour nos projets intérieurs. Donc oui, c'est indispensable de faire cette étape-là. Voilà, donc une fois que vous avez identifié l'essence de bois, comment ça se passe? Alors après, l'étape suivante, ça va être une étape de délignage et de corroyage. En gros, on enlève les feuillures à verre et on enlève la peinture pour retrouver des sections carrées ou rectangulaires qui vont servir de base pour nos fabrications après. Et ces fabrications, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un lamellé-collé Ouais. Vous les utilisez en brut ou vous faites que du lamellé-collé? En fait, non, on fait beaucoup de choses différentes. Ça dépend toujours de l'application. En intérieur, on fait beaucoup de lamellé-collé. On fait des plans de travail de cuisine, des panneaux lamellé-collés pour faire des tables, pour faire du mobilier en règle générale. Ça peut être des éléments d'agencement, ça peut être des portes de placard, ça peut être ces choses-là. On va faire du lamellé-collé. Là, en ce moment, on est en train de faire des portes intérieures, par exemple. Donc, on fait des lamellé-collés pour faire les chambranles et les panneaux de portes intérieures. Après, on a d'autres techniques en fonction des usages. On fait pas mal de platelage donc pour servir de parement en extérieur, soit mural, soit au sol. On fait un peu des bardages aussi, mais c'est des très petites sections. C'est ça, j'allais dire. Vous pouvez aller jusqu'au bardage. Après, le bardage, on réserve vraiment sur des petits projets, petites surfaces, parce que nous, on n'est pas du tout compétitifs. On a vraiment des toutes petites largeurs.
faut savoir que nos sections elles varient en largeur entre 40 et 100 maxi. 100 c'est les battants de porte d'entrée, on arrive à tirer 100 dessus sur les gros battants. C'est plutôt 80. C'est le maximum, oui. Voilà. Ouais. Donc, et après, on utilise quand même pas mal la technique du lamellé-collé. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Ça représente combien, je ne sais pas, est-ce que vous vous amusez à calculer ce que vous avez en volume par rapport à du bois neuf en 2021, on a reçu 50 tonnes. 50 tonnes. 50 tonnes de bois d'ancienne menuiserie extérieure. C'est-à-dire 50 tonnes de bois qui auraient dû partir à la décharge. C'est ça. Qui aurait dû être enfoui ou incinéré. Et dans les 50 tonnes, il y a 99% du bois qu'on récupère qui est en parfait état. Hein. Et puis il y a du bois qui est vraiment de qualité exceptionnelle. Vous avez du Moabi qui est un bois de classe 3-4 avec un grain super fin. Il y a des bois magnifiques, du Nyangon, du vieux chêne. Enfin, nous, on trouve que c'est vraiment un manque de respect pour nos ancêtres et pour les générations à venir que de balancer ce bois-là. Oui. Surtout quand on connaît les enjeux qu'il y a aujourd'hui sur la forêt, sur le climat. Sur la forêt, notamment les forêts tropicales. Voilà, donc là on est vraiment dans une démarche alors on n'est pas tout à fait dans une démarche de réemploi, on est dans une démarche de réutilisation de la matière. Oui, on parle de surcyclage ou d'upcycling aussi. Voilà. Eh ben, on va voir ce que vous en faites de ce bois. Donc on a vu, vous faites pas mal de choses, intérieur, extérieur, mais là on va se concentrer sur l'extérieur, sur le mobilier urbain. Comment vous utilisez, comment vous saisissez de cette ressource pour fabriquer ce qu'on va voir à l'écran, et puis on s'arrêtera sur 2 projets tout à l'heure. Déjà on part vraiment de la ressource. Et on essaie d'analyser ce que la ressource et ces sections assez petites ont de mieux à offrir. Et l'idée après, c'est de donner un maximum d'usage et de poétique à cette matière un peu réinventée pour donner envie de l'utiliser pendant longtemps. Du coup, par les sections auxquelles on a affaire, ça nous oblige à inventer des modèles un peu spéciaux. Donc ça donne un caractère assez, souvent avec des bois ajourés en extérieur. On utilise beaucoup le fait que on ait une variété d'essences. Oui, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez jouer sur la couleur, par exemple. Oui. Donc l'image qui est renvoyée, c'est quelque chose de très métissé, un peu de patchwork, mais on essaye de donner à cette forme quelque chose de, quand même avec un dessin assez impactant, un peu événementiel. Souvent, on fait appel à nous pour un mobilier spécifique dans un paysage où il y a un enjeu contextuel, parce que c'est au bord de l'eau, parce que c'est au bout d'un parc, et où tout d'un coup, on veut créer un peu l'événement avec un meuble spécifique, quoi. Et donc, vous vous servez... Alors, vous n'utilisez pas que votre bois, hein, vous l'utilisez, votre bois, mais vous pouvez l'associer à une charpente, à d'autres éléments neufs. Alors oui, on n'est pas du tout contre la mixité des matériaux. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on fait le mieux chez Sans Détour, c'est d'utiliser le bois issu d'anciennes fenêtres. Donc il y a certains mobiliers, par exemple, qu'on peut voir sur des voilà, on va s'arrêter sur cette image, expliquez-nous de quoi il s'agit. Par exemple, un mobilier comme celui-ci, qui est vraiment comme ça intégré dans un talus, on avait déjà fait ce genre de mobilier, mais en utilisant une charpente métallique, faite par une entreprise de réinsertion à Tao, mais on voulait aller plus loin. Donc on a travaillé à regarder comment avec notre bois on pouvait fabriquer une poutraison. Donc on s'est mis à faire des poutres en lamellé-collé qui conviennent pour l'extérieur. Donc pour nous c'était une manière d'aller un peu plus loin et de s'affranchir de l'utilisation du métal en d'être utilisant... encore plus vertueux sur le plan environnemental. Et puis finalement c'est que du bois, c'est pas plus mal. C'est ça, et d'autant plus que les bois qu'on récupère permettent par la qualité dans le choix des bois de menuiserie, elles permettent de faire des lamellés-collés comme ça, de poutraison. Donc on veut continuer à aller plus loin sur la recherche. C'est-à-dire y compris, vous pourriez presque aller sur la structure, on va dire, de bâtiments ou autre avec ce type de lamellé-collé. C'est quand même un peu compliqué parce que c'est vraiment des petites sections. Là on a fait du 45-120, 45-140 et
faut savoir qu'on a des sections qui font 45-20 et quand on veut faire des poutres de 5-6 mètres, les longueurs c'est maximum 2 mètres, donc ça veut dire qu'on est obligé d'abouter. Donc ça fait quand même beaucoup de morceaux. Ça fait beaucoup de morceaux. Ouais, ça fait, Mais pour ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. Alors là, allons-y sur ce projet-là. Ça, c'est aussi une charpente qu'on a fabriquée. Là, dans le bâtiment, tout est intégralement de l'ancienne fenêtre, à part la visserie et le polycarbonate en toiture. Sinon, il n'y a que des anciennes fenêtres. Toute la charpente, tout le bardage. Approchez votre micro. Toute la charpente, tout le bardage, toutes les bornes à vélo, tout est fait en bois d'anciennes fenêtres, classe 3 et 4. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas s'atteler trop vite à des choses trop grandes. Mais par contre, directement, à travers un programme comme ça d'abri à vélo, et encadré par un bureau d'études structure, donc là c'était Vivier Structure Bois, et sur d'autres opérations on a besoin d'un bureau de contrôle, comme sur l'aire de jeu par exemple, pour l'utilisation du platelage sur une aire de jeu. Quand même On y reviendra tout à l'heure quand on montrera sur le site, parce que oui, il faut que vous répondiez évidemment à tous les aspects réglementaires, c'est ça. Quoi qu'il arrive. Donc souvent c'est avec une maîtrise d'ouvrage engagée déjà, et puis en s'entourant de compétences complémentaires aux nôtres, donc un bureau d'études, un bureau de contrôle qui va pouvoir certifier ce qu'on fabrique, et aussi de vite défricher. On s'est donné ce rôle d'ouvrir des voies, de montrer tout ce qu'on peut faire avec ce matériau. Et après, il faut aller plus loin et puis aller vers de la certification. Donc là, on a encore du travail là-dessus. Voilà, mais vous y partez sur la certification? Vous y allez? On y va, on va faire des tests structurels des poutraisons bois, par exemple. D'accord. Je reviens à votre bois, à ce petit abri à vélo. Donc on voit différentes couleurs de bois. Donc j'imagine que vous jouez sur la couleur. Mais en termes d'essence, on a quoi là, par exemple? Si vous vous en souvenez. Vous avez du chêne, les plus clairs, c'est du chêne. Après, vous avez du Sipo, du Moabi, du Bossé et du Sapelli. À peu près là, je crois que j'ai dû faire le tour. Vous avez fait le tour. Donc, ça vous permet à vous, designer, de jouer sur les couleurs et de travailler ce petit côté chaleureux. Parce qu'en fait, vu la couleur que ça a, c'est très chaleureux en fait. Là, les essences de bois, en fait, elles suivent la ressource qu'on a. Elle est intégrée dans le projet un peu tout venant, c'est-à-dire qu'on laisse comme ça vient, un peu aléatoirement les essences. Il y a d'autres modèles sur lesquels on va un petit peu plus choisir des bois clairs à un endroit, d'autres bois rouges à un autre endroit. Là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur l'expression de la structure qui se sert au mieux des petites sections avec lesquelles on travaille. Donc le fait, par exemple, d'avoir divisé le poteau en 4 éléments structurels entre lesquels passent les différentes poutraisons, un peu sous une forme un peu japonaise de la structure, ça, on trouve que c'est valorisant par rapport au type de bois et aux sections avec lesquelles on travaille. C'est vraiment la ressource qui a guidé le dessin de cet abri à vélo. Ça aurait peut-être pas été dessiné comme ça sinon. Et en quoi la ressource guide le dessin là pour vous? Sur la taille des sections? C'est beaucoup moins. Pour nous, là, on a fait des sections de 40-40 sur les poteaux, donc c'est des toutes petites sections qu'on a mis par 4. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire ça plutôt que de faire un gros poteau qui fait 100-100. Par exemple, si on va faire un collage de 100-100, c'est une galère. Ça marche pas. En fabrication, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est possible, on peut le faire. Hein. On Ouais. l'a fait pour les bornes là, qui sont sur des 70-200. Mais si on peut s'affranchir de ça et se limiter, pour nous, c'est plus logique de fabriquer avec ce genre de section. C'est la ressource qui... Ça, je pense, c'est un aspect intéressant du projet de Sans Détour, c'est que finalement, la contrainte du matériau devient un prétexte à de l'innovation et du coup une expression particulière. Et du coup, ça nous pousse à ne pas faire comme dans la recette, mais on est obligé de réinventer. Vous êtes obligé de réinventer parce Voilà. que vous avez une ressource différente. Et c'est ce qu'on peut faire en ayant différents profils dans l'entreprise, avec chacun un peu son cœur de métier, en rapprochant le côté fabrication et le côté dessin, et en faisant se côtoyer dès le début du projet ces deux paramètres. Je pense que ça... Parce que là, sur un projet comme celui-ci, vous faites tout. C'est-à-dire que vous préparez les bois, vous faites le lamellé-collé, vous faites le design, et ensuite, c'est vous qui faites le montage. D'accord. Oui, sur ce projet-là, on a tout fait. Donc ça commence par une demande d'un client qui nous demande si on fait un abri à vélo. C'est une entreprise privée qui a besoin de ça pour ses collaborateurs, pour son parking. Et l'étincelle RH. Suite à ça, donc on n'en avait jamais fait, donc on dit qu'on n'en fait pas, mais qu'on peut y réfléchir. Jérémy commence à griffonner les trucs, fait une proposition plutôt esquisse. Ça commence à plaire, donc là on fait quelque chose de plus formel, un dessin plus structuré, puis après un devis, puis après on fabrique. Donc on fabrique d'abord tout de la mêlée collée.
Enfin, d'abord, donc ça veut dire déligner tous les bois, enfin les identifier, comme ce que je vous expliquais Voilà tout à l'heure. ce que vous avez Toutes les expliqué. Vous étapes faites que vous avez tout vues le tout à l'heure. travail de tout à l'heure. Voilà, et après, on a préfabriqué une partie en atelier, et qui a été beaucoup préfabriquée par Pierrick, donc notre troisième associé. Et puis on emmène les pans de mur sur chantier et on les a montés. En fait, on avait les fermes qui étaient déjà montées, puis on a bardé sur chantier. À terme, si c'était à refaire dans nos prochains projets, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir des murs avec le bardage posé en atelier, parce que vu que notre ressource elle est très particulière, on a des petites longueurs, on a des défauts qu'on doit enlever à la scie pendulaire sur chantier. Du coup, on passe un temps fou à poser le bardage. On irait plus vite à l'atelier, et notamment, on peut aussi envoyer des abris à vélo à monter. Si les pans de mur étaient déjà prémontés. Voilà, Donc, vous pourriez envoyer quelques. Voilà. Parce qu'après, vous pouvez vous industrialiser Nous, peut-être on a un petit envie peu plus. Vous voulez partir là-dessus? On a envie de se concentrer sur la fabrication en tout cas. On fait du chantier pour poser ce qu'on fabrique, mais on aime bien aussi fabriquer pour d'autres. Nous, on a plus. L'idée, ce serait de fabriquer pour d'autres, éventuellement des kits prêts à l'emploi, ou alors peut-être après aller plus loin sur des projets dessinés. Oui, tout à fait. Après, du coup, tout ce qu'on a commencé à amener comme réflexion sur le rapport justement entre dessin et matière, et la réflexion sur les outils, on veut que ça puisse profiter à d'autres. Et donc, dans l'idée, plutôt que de grossir et puis de rester, nous, centralisés dans les Deux-Sèvres, l'idée, c'est plutôt de se constituer un réseau de partenaires qui veulent travailler avec nous et donc les accompagner. Donc, on est en train de faire ça avec une entreprise à Lyon qui s'appelle La Fabrique. Donc ils vont commencer à fabriquer sous le nom de Sans Détour, donc dans l'idée de se servir de toutes ces avancées de dessin et sur les outils. Sur les outils. Et c'est vous qui fournissez la matière dans ces cas-là? Non, justement. Non, Tout l'intérêt, c'est qu'en fait, des fenêtres bois, il y en a qui sont déposées sur tout le territoire français. Oui, donc l'intérêt, c'est de il faut éviter de se déplacer ces déchets. Et s'il pouvait y avoir des unités comme celle de Sans Détour sur tout le territoire français, ça permettrait de valoriser une grande quantité de bois. Donc ce qui va être fait à Lyon, ça va être fait avec les mesures extérieures déposées sur l'agglomération lyonnaise. D'accord. Mais avec nos dessins, notre expertise, notre accompagnement. Mais on s'adresse là à une entreprise qui est déjà une menuiserie ébénisterie. Donc parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la menuiserie. Il n'y a pas de... Donc tous les menuisiers pourraient le faire. Oui. Nous, on va leur donner l'expertise qu'on a du métier de travailler à partir d'anciennes mesures extérieures, et de notre ressource. De travailler votre ressource. D'ailleurs, La Fabrique, c'est des gens qu'on a déjà reçus à Lyon sur ce plateau. Parlez-moi de ce projet d'aire de jeu d'enfants. Et là, on va plus loin dans la contrainte, puisqu'on a des contraintes de sécurité. Expliquez-moi, racontez-moi ce projet. Donc c'est un projet qui se situe à La Foissière, en bord de Sèvres nantaise, qui a été réalisé dans le cadre du voyage à Nantes, donc le voyage dans le vignoble, développé à partir du voyage à Nantes. Et nous, sur ce projet, ce qui était très intéressant, c'est qu'on poussait le bouchon un peu plus loin. Après avoir fait sur place une réhabilitation d'un petit bâtiment, des mobiliers roulants pour les food trucks, et puis des mobiliers en bord de Sèvres. Là, l'idée, c'était de se coller à la contrainte réglementaire de l'aire de jeu, qui est spécialement contraignante. C'est vrai que des aires de jeu en bois, déjà, on en voit assez peu. Souvent, on rencontre du matériau métal ou plastique ou composite. Et là, du coup, on a assuré une maîtrise d'œuvre de l'opération avec cette affinité qu'ont nos mobiliers avec le contexte naturel, disons, cette poétique des formes proposées. Et ensuite, il y a évidemment d'autres entreprises qui sont intervenues sur le chantier, donc notamment un charpentier, Guérin-Brémaud, un spécialiste des jeux, PSO, un maçon, Hortus. Donc en fait, il y avait une division par lot, et nous, on est réintervenus sur le projet en tant que poseur du platelage en bois surcyclé. Platelage, donc, qui vient de chez vous et qui, pareil, est en bois exotique, a priori. Les mêmes essences que pour... C'est les mêmes essences que tout à l'heure. Donc là, on est sur une charpente bois classique, on va dire, et puis ensuite, on vient mettre le platelage. C'est quoi les contraintes en termes de sécurité quand vous mettez un platelage où les enfants vont jouer? Il y a tout un tas de contraintes différentes, dimensionnelles, liées au coincement, liées à la chute. Donc il y a des questions de capacité du sol à recevoir certaines chutes. Donc l'idée d'une aire de jeu, c'est bien d'encourager l'enfant à expérimenter, donc il n'y a pas de risque zéro, mais l'enfant évite de se blesser parce qu'il est conscient des risques qu'il est en train de prendre sur l'aire de jeu.
Donc nous, ce thème, il nous intéresse spécialement, que des enfants côtoient ce matériau et comme ça soient dans une aire de jeu qui rime avec la nature. D'ailleurs, sur le projet, à la mairie, il y avait un petit comité des enfants de la commune à qui on a soumis tout au long du projet les phases d'études. Et donc, ils sont emparés également de la conception avec nous. Et donc, voilà, ce qu'on trouve intéressant sur un projet comme ça, c'est de proposer, par les formes inspirées de notre matériau, des choses assez libres et abstraites, plutôt que de proposer une forme comme un bateau, un dragon. Voilà. Oui. En fait, c'est pour stimuler l'imagination des enfants qui vont jouer dans cette aire de jeu. C'est une des autres particularités, au-delà de l'utilisation du matériau, c'est du fait qu'elle soit pas du tout figurative, quoi. Et qu'on a voulu quelque chose qui s'intègre dans le paysage, qui soit aussi pour le spectateur ou la personne adulte, par exemple, que ce soit pas comme une verrue, quoi. Oui, que ce soit bien Dans le intégré, et que paysage. ça s'intègre bien dans le paysage. Et avec le bois, ça s'intègre toujours mieux dans le paysage, quel que soit le bois. Une question, est-ce que vous informez, est-ce que les gens qui viennent sur cette aire de jeu sont informés du matériau qui a été utilisé? Ouais, il y a un petit, il y a un panneau qui a été fait par le service communication du voyage à Nantes et de la FOCIR au début de l'ère de jeu, qui indique les tranches d'âge d'utilisation de l'ère de jeu et les spécificités de cette aire de jeu et de la provenance du matériau pour la fabrication. Ouais. C'est vrai qu'assez systématiquement, sur les projets qu'on nous demande, ça va souvent avec un petit cartel qui met en valeur le fait d'avoir utilisé ce matériau de réemploi. Parce qu'évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à la source pour transformer la matière. Ça a un coût. Et du coup, c'est vrai aussi que pour des mairies, c'est une manière de montrer leur engagement que d'avoir un petit peu de communication signalétique. Notre démarche, elle est politique de toute façon, donc oui, c'est évident. Oui, c'est important de le montrer. Et après, oui, certaines fois, on nous reproche justement le fait qu'on ne le voit pas suffisamment, que c'est issu du recyclage, parce que nous, on les... C'est trop neuf, c'est trop beau. Bah voilà, nous, on les revalorise, quoi. Donc c'est vrai que si on n'a pas un œil qui permet de repérer les trous de vis ou les mortaises, bon, ça se voit, moi je trouve, mais bon, des gens qui nous disent que ça se voit pas assez. Je pense que ce sera votre mot de la fin. D'accord. Peut-être juste pour dire que nous, on pense que ce qui est intéressant dans toute cette démarche à la croisée entre fabrication et design, c'est de sortir de l'image qu'on peut avoir parfois du réemploi lié à une sous-utilisation de la matière, mais vraiment d'aller vers des designs attrayants, attractifs, surprenants, qui donnent envie de vraiment que ça reparte pour un tour. Voilà, c'est ça vraiment repart sur un tour et en plus c'est beau. C'est beau et du coup on a envie de l'entretenir et d'en prendre soin. Ouais. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de cette démarche, démarche sans détour, démarche vertueuse sur les réemplois des menuiseries bois. Merci à vous, une émission à retrouver sur notre site et comme toutes les émissions évidemment que nous enregistrons ici, donc notre site Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup.